Bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avions vu comment modéliser une structure basaltique de ce type. La méthode utilisée a été extrêmement simple, extrêmement rapide, mais avait le désavantage de générer une structure un peu brouillonne, avec une forme de nid d'abeille en dessous, là, quelque chose qui est vraiment pas terrible. Donc en partant du même principe, on va voir aujourd'hui comment construire un asset similaire mais beaucoup plus propre qui va générer une géométrie beaucoup plus clean. On va repartir d'une nouvelle scène et bien évidemment créer un objet géométrique. Je vais nommer Basalt 2. Et nous allons démarrer de la même manière que dans l'autre vidéo, donc à savoir par un cercle polygonal sur le plan ZX. Donc on avait vu que l'ordre des points, quand on crée un cercle par défaut et qu'on est en vue plongeante, est dans le sens trigonométrique, donc la normale va pointer vers le bas. On va changer ça avec un node reverse pour faire pointer la normale vers le haut. Et également, on va commencer à se préoccuper un peu de la notion d'échelle. Donc je vais générer un bloc, en tout cas une zone pour mes structures basaltiques d'une dizaine de mètres de rayon. Voilà. Donc ici j'ai un radius à une valeur de 1, donc soit 1 mètre, et un scale à 1, donc si je monte le scale à 10, je vais me retrouver ici avec un cercle de 20 mètres de diamètre. Voilà, ce qui à l'échelle du genre de formation que l'on cherche à reproduire est beaucoup plus cohérent. Je vais également augmenter le nombre de divisions, histoire d'avoir vraiment un vrai cercle. Et là encore, on va utiliser la méthode classique pour subdiviser tout ça, donc à savoir répartir des points avec un node scatter. Je diminue un peu la quantité, peut-être 250 dans un premier temps, le temps de vérifier que la structure marche, d'avoir un feedback rapide, et puis on pourra le remonter ensuite. Et maintenant qu'on a une surface et un nuage de points, on va pouvoir utiliser le node Voronoi Fracture pour subdiviser tout ça. Voilà. Je ne m'attarde pas sur les détails du scatter, donc notamment au niveau du Relax Iterations, qui va nous permettre de générer des formes plus ou moins régulières et que l'on peut également affiner avec le Scale Radius By de manière à obtenir vraiment l'esthétique que vous voulez. Bien, donc l'approche va être un tout petit peu différente de la précédente dans la mesure ici où on va définir certes une hauteur pour chaque primitive, mais elle ne sera pas extrudée d'un seul bloc. Tout sera extrudé par petits pas. Donc on va venir tout de suite, c'est quelque chose qu'on peut mettre à peu près n'importe où, mais je vais venir créer un null ici, que je vais nommer controls. Et sur ce null, je vais venir ajouter des paramètres. Okay, on va venir ajouter 2 tirettes que l'utilisateur pourra manipuler à loisir. Donc dans le petit engrenage ici, je viens dans Edit Parameter Interface et je vais créer donc un float qui sera la hauteur maximum de ma structure et une valeur entière qui sera le nombre d'étapes, le nombre de crans en quelque sorte. Et donc plus cette valeur d'étapes sera fine, plus notre structure aura une définition importante. Je vais renommer ces 2 nouveaux paramètres. Okay, donc le name, ce paramètre ne sera jamais visible
mais c'est celui par lequel on appellera le paramètre dans les éventuelles petites expressions qu'on crée ensuite. Donc je vais l'appeler hauteur max avec un underscore, pas d'espace, pas d'accent, pas de caractère particulier puisque c'est vraiment le nom d'un channel. Et pour le label, par contre, là on peut écrire ce qu'on veut, donc je vais appeler ça hauteur maximum. Voilà. Et ici je vais venir cliquer sur range et je vais bloquer le système pour qu'on ne puisse pas faire de structure de moins de 1 mètre de haut et par défaut 10 mètres, mais en laissant le petit cadenas ouvert ici, ce qui fait que l'utilisateur pourra monter au-dessus s'il a besoin. Et enfin, pour le deuxième paramètre, donc qui est une integer, je vais l'appeler étape. Et lui également, on va limiter sa plage, minimum 5 ou 10 peut-être, jusqu'à 100, mais en laissant le 100 ouvert. Voilà. Ok, donc sur ce node contrôle, maintenant j'ai 2 tirettes ici qui vont me permettre de doser la taille maximum et la finesse des découpes horizontales qu'il y aura sur l'objet. Bien, on va reprendre le cours du principe de l'exercice précédent. Donc dans Attribute Noise, on va générer sur les primitives. Je choisis bien ici Attribute Class Primitive. Et on va générer un attribut qu'on va appeler hauteur. Et c'est un attribut de type float, okay, un attribut scalaire. Je vais venir ici créer un nouveau visualiseur et je vais lui demander de me montrer l'attribut hauteur, qui est donc un attribut primitive. Et je choisis ici Ramped Attribute pour des questions purement esthétiques, de manière à ce que les différentes plages de valeurs, faibles, moyennes et fortes, soient clairement visibles. Je désactive l'output row value. Je vous laisse vous référer à la vidéo précédente pour avoir un peu plus d'explications par rapport à ça. Et puis on va augmenter l'element size. Donc ça c'est quelque chose qu'on va augmenter de manière complètement... c'est purement pour des considérations esthétiques. Et on avait également vu qu'on pouvait jouer sur le nombre d'octaves, selon si on veut quelque chose de très régulier ou au contraire de plus en plus chaotique. Voilà. Je vais les laisser sur une valeur relativement faible pour le moment. Ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est que l'utilisateur puisse contrôler un petit peu la hauteur de tout ça. Si par exemple on veut faire une sorte d'île basaltique qui sort de l'océan, ici on va avoir des bords qui vont être extrudés comme le reste. Donc il faudrait qu'on puisse ramener à zéro tout ce qui est sur le tour. En l'occurrence, une bonne manière de faire ça serait de pouvoir venir peindre par-dessus cet attribut de noise. Voilà. Le problème, c'est que ici, avec le scatter, on sait qu'on va potentiellement être amené à modifier cette valeur. Donc, on va pouvoir l'affiner pour avoir un peu plus de détails, ou au contraire la réduire pour avoir un objet un peu plus low poly pour de l'arrière-plan. Et donc ça impliquerait de devoir refaire la peinture à chaque fois. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est que on va venir peindre sur une copie de notre objet. Et donc on a ici le cercle d'origine. Et donc sur une branche parallèle, à l'aide d'un remesh, on va venir générer une version alternative de ce cercle. Je peux même peut-être le prendre après le reverse, voilà, sans que ce soit dans le bon sens, ça ne changera pas grand chose. Et je vais augmenter un petit peu le target size quand même.
et augmenter également les itérations, puisque c'est une opération qui ne serait effectuée qu'une seule fois, donc on peut y aller. Voilà, de manière à avoir une géométrie relativement définie, sur laquelle je vais faire un attribute paint. Et je ne vais pas peindre un attribut de hauteur, même si je pense qu'il doit y avoir moyen de le faire directement comme ça, mais là encore c'est plus le principe que j'aimerais vous montrer. Donc ici on va peindre un attribut, je vais dans l'onglet attribut pour changer son nom, et je vais l'appeler multiplicateur. Je prends le handle tool, et sur les paramètres brush, ici je vais venir peindre. Donc avec la molette, je peux agrandir ou diminuer la taille de ma brosse. Et je vois qu'ici, avec le bouton gauche de la souris, l'action par défaut va devenir peindre. La valeur foreground, qui est ici à 1. Shift va me permettre de le smousser. Et Control, toujours avec le clic gauche de la souris, va me permettre de peindre avec le background qui est ici à 0. Okay, donc c'est exactement ce que je veux. Donc je vais venir ici, peindre ça, et puis on peut éventuellement hop, voilà, un petit peu créatif ici, faire une espèce de zone où je sais pas, l'océan pourrait s'engouffrer par exemple. Et je vais venir adoucir ce côté-là. Peut-être remarquer un petit peu. Je mélange un peu les pinceaux sur les boutons. Voilà. Je vais vraiment faire en sorte que les bords ici soient bien à 0. Je vais smousser un petit peu. Ok. Alors. Voilà. Désolé pour ça, j'ai galéré un petit peu avec... c'est la spéculaire qui m'a induit en erreur. Dans le viewport, en appuyant sur D, ça vous permet d'ouvrir les display options. Et dans l'onglet light, vous pouvez désactiver ici les spéculaires. Voilà, ce que je vous recommande de faire quand on peint, parce que ça évite d'être induit en erreur comme je viens de l'être par des petits specs. Très bien. Donc dans la branche de gauche, nous avons notre attribut de hauteur. Et dans la branche de droite, nous avons notre multiplicateur. Donc il va falloir maintenant venir réunir ces deux branches. Donc je vais créer un attribute transfert. C'est un node qui va permettre de copier les attributs de manière spatiale. C'est-à-dire quelle que soit la topologie de chacune des deux entrées, vous allez pouvoir récupérer les attributs. Dans cet attribut transfert, les attributs que je veux récupérer, c'est l'attribut qui s'appelle multiplicateur. Alors il est sur les points, je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Voilà. Et ici dans les conditions, vous avez la distance à laquelle les points de votre objet de gauche vont venir chercher l'information dans ceux de l'objet de droite. Donc à l'échelle de ma scène, je pense que 50 cm suffiront largement. Donc, par défaut, la valeur est de 10, qui est relativement énorme. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à multiplier ma hauteur par cet attribut multiplicateur. Alors, je ne suis pas sûr que ça va marcher directement si je laisse cet attribut sur les points. J'ai ici donc un attribut de point multiplicateur et un attribut de primitive hauteur. Je vais le tenter quand même. Si ça passe, ce sera toujours ça de gagner. Donc, dans un wrangle, je vais lui demander sur chaque primitive de dire que l'attribut hauteur va être égal à l'attribut hauteur fois
l'attribut hauteur maximum, hauteur max. Pardon, multiplicateur, autant pour moi. Multiplicateur. Et n'oublie pas l'arrobase. Ok, donc ici, tout devient blanc. Je vais aller vérifier sur mes primitives. Donc j'ai bien toujours ma hauteur et multiplicateur. Ok, donc comme multiplicateur est un attribut de point, il n'existe pas dans les primitives et le fait de l'appeler ici, Houdini va automatiquement en créer un et lui donner une valeur de 0. Donc il va falloir, juste après mon attribut de transfert, que je transforme mon attribut de point en attribut de primitive. Donc c'est le node attribut promote qui va s'occuper de ça. Et je vais lui demander donc de prendre multiplicateur et de le passer de sa classe d'origine qui était les points sur sa nouvelle classe qui seront les primitives. Okay. Voilà. Et donc maintenant, ça c'est le noise d'origine et ça c'est le noise après multiplication par ce que j'ai peint tout à l'heure. Bien, alors maintenant que nous avons défini notre hauteur, nous avons utilisé cette espèce de masque pour gérer la hauteur comme il faut, on va maintenant venir lui donner une valeur, puisque dans les contrôles ici, on a donné une hauteur maximum, mais dans le noise, le fait que l'amplitude ici soit 1 fait que l'altitude la plus haute va être de 1. Donc c'est très bien que cette valeur soit normalisée. Et maintenant, on va pouvoir donc venir également la multiplier par la hauteur maximum. Donc je vais dire que la hauteur est égale à la hauteur fois le channel, c'est-à-dire le paramètre qu'on a mis dans un node. Et je vais aller chercher donc le paramètre hauteur maximum, qui s'appelle hauteur max, dans le node controls. Donc channel, j'ouvre la parenthèse pour donner les paramètres de ma fonction channel, je mets des guillemets, vous pouvez mettre des simples ou des doubles, peu importe, et ici donc 2 points slash, c'est pour me sortir du wrangle et arriver à ce niveau dans lequel je vais pouvoir voir tous les nodes. Et là je vais commencer à taper donc contrôle et hauteur max. Je ferme les guillemets, je ferme la parenthèse, point virgule. Voilà. Donc visuellement, pas grand chose qui change, mais n'oubliez pas que le visualiseur que j'ai utilisé ici est en mode auto. C'est-à-dire que quelles que soient les valeurs, il va automatiquement chercher la valeur la plus basse pour lui assigner des couleurs bleues et la valeur la plus haute pour lui assigner des couleurs rouges. Donc je vais aller dans le Geometry Spreadsheet et si je classe, il faut le secouer un petit peu, si je classe mes points en fonction de leur hauteur, je vois que le point le plus haut est à 3,50 m et le point le plus bas est à 0. Sera, bien évidemment, puisqu'ils ne sont pas encore élevés. Mais en gros, les primitives qui sont ici ont une valeur de hauteur de 3,50 m. Bien, on va donc maintenant pouvoir passer à l'extrusion. Alors, contrairement à la dernière fois, on ne va pas venir extruder chaque primitive d'un coup. On va les extruder par groupe. C'est-à-dire qu'on va faire plusieurs passages. Et au premier passage, on va extruder les primitives qui ont une certaine altitude, l'altitude la plus basse. Et ensuite, celles qui ont une altitude un peu supérieure. Puis encore refaire une passe et on va extruder celles qui sont encore plus hautes, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit arrivé en haut. Donc dans le node contrôle, ici, on a un paramètre de hauteur maximum et un paramètre d'étape. Donc ça va pouvoir nous donner la hauteur de chacune de ces étapes, qui sera tout simplement la hauteur maximum divisée par le nombre d'étapes. Okay. Si je mets ici comme hauteur maximum 10, je vais avoir 10 mètres. Pardon, je vais plutôt faire l'inverse, on va dire 5 mètres
en 10 étapes, c'est-à-dire que chaque étape fera 50 cm. Et que donc le premier groupe de primitives sera extrudé de 50 cm. Puis à l'intérieur de ce groupe, on va définir un sous-groupe qui sera à nouveau extrudé de 50 cm, etc. Donc pour faire ça, on va utiliser, comme la dernière fois, la boucle for each, sauf que cette fois-ci, on va demander une répétition. On va répéter une opération un certain nombre de fois. Okay, donc c'est le for each number. Et vous voyez qu'ici, en plus de la boucle begin, enfin des deux nodes, pardon, begin, end, qui définissent la boucle qui sera répétée, on a ici un for each count, qui est un compteur. Et si vous regardez dans ces... alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Voilà, il faut activer la boucle. Et si vous regardez ici, on voit qu'on a des détails, des attributs de détails, dont un, celui qui nous intéresse, qui s'appelle itération. Et donc à chaque passage, cet attribut itération va changer. Alors bien évidemment, tout ça va se faire d'un coup, et le for each end va nous rendre le reste, le résultat de toutes les opérations d'un coup. Mais pendant que ça se déroule, on peut avoir un contrôle, en tout cas on peut surveiller et prendre des décisions différentes en fonction de l'itération en cours. Alors, donc ici, le nombre de fois où on va répéter cette opération d'extrusion, c'est tout simplement le nombre d'étapes qu'on a défini ici dans notre petit null contrôle. Donc, je fais un bouton droit sur le paramètre, étape, je fais copy paramètre, et ici, dans le for each end, sur le paramètre itération, je vais faire un past relative reference. Voilà. Si vous préférez, vous pouvez taper ça directement, hein, ça marche aussi, le copier-coller n'étant qu'un moyen d'accélérer un petit peu tout ça. Voilà. Bien, et voilà, notre structure de base est en place. Donc la première chose à faire, ça va être de définir les faces à extruder. Donc dans un premier temps, déjà, on extrudera que les faces qui sont horizontales. Une fois que les faces vont commencer à monter, la boucle va réextruder tout le monde, c'est-à-dire que même les faces verticales vont être extrudées sur l'extérieur. Petit tip, quand vous mettez en place des for each comme ça peut être relativement lourd et en fonction des valeurs, ça peut très très vite s'emballer, hein, et vous pourrez galérer un petit peu avant de retrouver le contrôle. Donc ici, je vais cocher le max iteration dans le bloc end et je vais lui demander de faire une itération. Okay, donc il ne passera dans la boucle qu'une seule fois, même si théoriquement il devrait le faire 10 fois, il sera obligé de s'arrêter. Donc ça va nous permettre de vérifier que tout se passe bien. Donc je mets un polyextrude et voilà. Et donc la distance d'extrusion, ici, la distance d'extrusion que je vais utiliser, je ne vais pas la choisir de manière arbitraire, ça va être la hauteur totale de ma structure divisée par le nombre d'étapes. Donc ici dans le polyextrude sur distance, je vais dire donc que c'est le channel de controls hauteur max divisé par le channel de contrôle et étape. Voilà. Okay. Donc j'ai bien ici les 50 cm, 5 mètres pardon, en 10 étapes, ça donne bien une extrusion de 50 cm. Maintenant que ça est en place, ça a l'air de fonctionner, tout le monde est extrudé correctement, je vais venir ici et je vais augmenter le max iteration. Je monte à 2. Et a priori, il ne se passe pas grand chose. Je peux monter à 3, 4, 5. A priori, rien ne se passe. Excepté
si vous activez ici l'affichage des numéros de points ou des numéros de primitives. C'est moins flagrant avec les primitives, mais on voit ici que le nombre de points évolue en permanence. Et donc c'est ce qui se passe, c'est que le for each il est en mode fetch input, donc il va récupérer le cercle fracturé. Il va faire l'extrusion. Et le for each end, lui, il est en mode merge each iteration, c'est-à-dire qu'il va garder cette version-là sous le coude et il va demander au for each begin de refaire une itération. Et le for each begin va faire exactement la même chose, il va prendre le cercle, l'extruder et le for each va le mettre de côté, et ainsi de suite. Donc si j'ai ici 3 itérations, je vais avoir 3 fois cet objet empilé les uns sur les autres. Donc ici, il faut qu'on le dise à cette boucle que l'objet qui vient d'être extrudé, c'est celui qui doit être réutilisé. Et donc pour ce faire, on va aller dans la méthode d'itération, donc l'iteration method du bloc end, dans le gather method, autant pour moi, donc dans le gather method, et on va mettre feedback each iteration. Okay, donc feedback signifie que le résultat va être renvoyé, va nourrir à nouveau le begin. Et pour le begin, c'est pareil, on va lui demander de ne pas récupérer le cercle à chaque passage. Il le fera forcément la première fois. Et ensuite, on va le mettre donc ici en mode fetch feedback. Je ramène les itérations 0, 1, ça se passe très bien, 2, et on voit ici que la structure grandit également sur les côtés. Et puis si je le monte à 3, ça commence à être un peu n'importe quoi, il y en a dans tous les sens. Alors ici il va falloir donner un petit peu des règles pour gérer l'extrusion. Donc ce polyextrude là ne doit être fait que sur les faces déjà qui sont horizontales. Donc on peut créer un groupe. On va lui donner un petit nom, on va l'appeler plat. Plate. C'est les primitives qui sont plates. On va l'appeler plate. Et nous allons lui demander de générer ce groupe en fonction des normales et de faire en sorte que toutes les primitives dont la normale fait d'un angle de moins de 30 degrés arbitrairement, avec la verticale, qui est dans une direction 0, 1, 0, elles vont faire partie du groupe. Alors c'est toujours un petit peu compliqué quand on travaille dans une boucle, puisqu'on travaille un petit peu en aveugle. Et donc dans le polyextrude, on va venir lui demander de faire son extrusion uniquement sur les faces plates. Okay. Alors, ça a l'air de bien se passer. Par contre, si on regarde en dessous, on voit qu'on retrouve cette structure en nid d'abeille dont on voulait se débarrasser. Donc la raison pour laquelle cette structure est là, c'est que le Voronoi fracture ici va éclater votre objet, c'est-à-dire que toutes les primitives ici vont être disjointes. Le point qui est là, en fait c'est pas un seul point, il y aura 3 points. Celui qui appartient à cette primitive, celui qui appartient à celle-là, celui qui appartient à celle-là. On peut vérifier ça avec, temporairement avec le node Exploded View, qui va me révéler que effectivement toutes ces primitives là sont détachées. Donc ça c'est problématique. Donc en sortie du Voronoi, on peut corriger ça a posteriori. En sortie du Voronoi, je vais utiliser le node Fuse qui va ressouder les points ensemble. Okay, donc j'avais ici presque 4500 points et je n'en ai plus que 1700 maintenant. Et si je branche ça alors sur l'Exploded View, je vais toujours le voir exploser, mais les points ont été ressoudés.
On voit bien ici, hein, j'ai plein de numéros qui sont écrits les uns sur les autres. Et ici, maintenant, j'ai quelque chose de beaucoup plus propre. Voilà. Donc j'ai bien maintenant un objet qui est creux. Voilà, donc mécaniquement, ça commence à fonctionner. Bien évidemment, on a un petit souci, c'est que tout ce que je fais là, c'est extruder toutes les faces vers le haut. Je vais définir un groupe supplémentaire que je vais appeler à extruder par exemple, ou extrusion, on va l'appeler extrusion. Et ce groupe, je vais le définir à partir d'un wrangle. On n'est pas obligé d'utiliser le node group pour faire des groupes, on peut le faire à partir d'un wrangle. Et l'avantage de faire ça, c'est que ça va me permettre d'aller récupérer dans mon compteur le numéro de l'itération. Et je vais donc pouvoir définir une règle. Donc, dans un premier temps, je vais dire à chaque primitive qu'elle n'appartient pas au groupe extrusion. Donc, je vais faire attribute group underscore. Okay, donc ça, Houdini va le reconnaître comme une demande d'assignation à un groupe. Et ensuite, ici, je peux mettre le nom de mon groupe, quel qu'il soit, hein, Toto, etc. Donc là, c'est extrusion. Et je lui donne la valeur de 0, ce qui fait que les primitives qui sont en train d'être traitées n'appartiendront pas au groupe. Et ensuite, je vais définir une règle. Alors la structure de base, c'est ça. Donc, si, entre les parenthèses ici, je vais venir marquer ma condition. Et entre les deux crochets, les commandes à effectuer si jamais la condition est vraie. Donc là, ce que je veux, c'est savoir est-ce que la hauteur de ma primitive, donc l'attribut hauteur de la primitive que je suis en train de travailler, est supérieure au nombre d'itérations fois le pas. Okay. Sur mon contrôle ici, on a vu qu'on pouvait en déduire de ça un pas, donc de 50 cm. Et ici, dans ce groupe, donc au premier passage, on extrudera uniquement les primitives dont la hauteur est supérieure à 1 fois 50 cm. Puis au deuxième passage, on n'extrudera que celle dont la hauteur est supérieure à 2 fois 50 cm, et ainsi de suite. Alors pour faire ça proprement, on peut ici créer une variable intermédiaire, donc on va appeler float. On va appeler ça step. Et on va donc dire que c'est égal au channel dans contrôle, celui donc qui s'appelle hauteur max, divisé par le channel, toujours dans contrôle, et celui qui s'appelle étape. Pour que ce soit un petit peu plus clair, pour que ce soit bien clair, on va également faire une autre variable locale, temporaire, dont on va avoir besoin temporairement. On va l'appeler iter, ce sera le nombre d'itérations. Et là, on va aller chercher l'attribut de détail qu'il y a dans le compteur, qui est branché dans l'entrée ici, qui est la deuxième entrée, donc qui a comme numéro le numéro 1. Donc, les entrées ont des index dont la numérotation commence à 0. Donc ça, c'est l'entrée d'index 0, 1, 2, 3. Donc ici, c'est bien l'index 1. Donc je vais demander d'aller chercher l'attribut de détail. Je vais agrandir un peu ça. Hop. Donc l'attribut de détail,
Dans l'entrée 1, l'attribut que je veux s'appelle itération. Je vais aller regarder ça tout à l'heure. Et je veux sa première composante. En l'occurrence, c'est la seule, mais il faut préciser ça. Voilà. Donc maintenant, si la hauteur de la primitive que je suis en train de travailler est supérieure à l'itération fois le step, alors il faudra l'extruder. Donc là, je vais mettre iter fois step. Et donc, je vais créer un nouveau groupe qu'on va... pardon, il a déjà été créé au-dessus, autant pour moi. Je vais les faire rentrer dans le groupe extrusion. Voilà. Je vous laisse faire pause si vous avez besoin de copier tout ça. Voilà, j'ai donc maintenant ici deux groupes. Un groupe qui s'appelle extrusion et un groupe qui s'appelle plate. Et les primitives que je veux extruder, c'est l'intersection de ces deux groupes, c'est-à-dire ce sont les primitives qui à la fois ont une valeur de hauteur suffisante pour avoir le droit d'être extrudées lors du passage, et accessoirement il faut également qu'elles soient plates. Donc pour ça, je vais utiliser le node qui s'appelle group combine, et qui me permet de faire des opérations booléennes. Et donc je vais lui dire que le groupe extrusion, c'est l'intersection entre le groupe extrusion et le groupe plate. Et dans mon polyextrude, j'avais demandé d'extruder le groupe plate pour vérifier, mais je vais lui demander plutôt de sortir extrusion. Voilà, donc vous voyez qu'à chaque étape, seules les primitives dont la valeur de hauteur est supérieure à l'itération fois la hauteur d'une petite étape vont être extrudées. Et si je regarde à l'intérieur, je vais supprimer l'affichage de la grille, on voit maintenant que j'ai une modélisation qui est bien propre, puisque les mêmes faces, le fait d'utiliser le for each en mode feedback dans le begin et dans le end, c'est le même objet qui va être réutilisé et affiné à chaque passage. Ben voilà pour cette deuxième version de notre asset. Alors, je vais prendre 2 minutes pour augmenter maintenant un petit peu la définition, un petit peu tout ça. Je vais augmenter donc le nombre de colonnes, et dans mon node contrôle ici, pourquoi pas, je vais augmenter le nombre d'étapes. Alors normalement ça ne devrait pas descendre, étrangement il doit y avoir quelque chose dans mon process qui est pas terrible ici. C'est un petit peu bizarre ça. C'est toujours le max iteration. Voilà. Autant pour moi c'est le max iteration qui était resté coché. Un petit quelque chose qui est un petit peu désagréable ici en haut. Je pense que j'ai des valeurs qui sont un petit peu trop homogènes, donc ça peut se travailler avec l'attribut noise en augmentant le nombre d'octaves, en diminuant un peu l'élément size. Toujours un plateau relativement plat ici. Ça ne changera pas grand chose. Ok, alors on va voir comment on peut essayer de se débarrasser de ça. Ok, juste après l'attribut noise ici, on peut peut-être venir ajouter un tout petit peu de chaos.
en contrôlant avec un attribute randomize. Alors là encore, hein, c'est quelque chose qu'il faudra laisser, dont il faudra laisser l'utilisation au choix de l'utilisateur final. Mais ici, je veux dire sur les primitives, sur l'attribut auteur, tu vas venir ajouter une valeur aléatoire avec une valeur relativement faible. C'est l'attribut auteur, hein, est un attribut de dimension 1. Et ici, on peut dire des valeurs positives comme négatives. Voilà. Donc en jouant ici sur cette valeur, vous voyez que je peux générer du chaos total. Ce qui me donnera quelque chose comme ça. Ou au contraire, venir ici, diminuer cette valeur pour ne faire qu'ajouter un tout petit peu de chaos. Okay, donc ça va me permettre de casser un petit peu les endroits où il y a des replats, si, là encore, si c'est ce que vous voulez, si les replats vous génèrent, font partie de l'esthétique que vous cherchez, bien évidemment, il suffira de désactiver ce truc-là. Voilà. Et enfin, dernière petite chose que l'on peut faire, on a donc ici un groupe qui s'appelle plat. Par sécurité, il faudrait peut-être le régénérer, mais on pourrait revenir faire une toute petite extrusion et un inset sur chacune des primitives ici, de manière à bien les séparer visuellement, puisqu'ici on les voit parce que j'ai le wire par-dessus, mais si je l'enlève et que j'enlève ça, voilà, on a des choses très très plates comme ça qui sont pas terribles. Donc sur chaque primitive, on va venir faire une extrusion. Normalement, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça d'un coup, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire un polyextrude sur le groupe plat, et je vais lui demander ici de le faire sur les individual elements. Voilà. Donc ici, il faudrait réfléchir un petit peu sur comment définir ces valeurs automatiquement par rapport alors je ne vais pas faire ça maintenant, mais bon, il suffirait de réfléchir un peu par rapport aux dimensions du cercle et au nombre dans le scatter ici, au nombre de points. On va peut-être diviser la surface du cercle par le nombre de points et en déduire par rapport à la surface d'une cellule ici une hauteur correcte. Voilà, ça ce serait une petite étape supplémentaire pour vraiment faire un asset qui puisse fonctionner quelle que soit l'échelle. Voilà, ici je vais choisir donc des valeurs arbitraires et je vais ajouter un node normal pour vérifier que tout ça marche bien. Pour rendre le normal bien dur. Et voilà, on obtient ici quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et l'asset est toujours très propre. On peut éventuellement terminer avec un polyfill. Voilà. Je le mets ici en mode triangle fans. Je vais ajouter une edge loop, je désactive bien le deform patch. Je ne sais pas pourquoi ce truc-là est activé par défaut. J'ai toujours tendance à déformer un peu les choses. Et je vais mettre mon node normal à la suite plutôt. De manière à remettre les normales correctement. Et ici, je risque d'avoir des faces qui se confondent. Donc après le polyfill, je vais dans le polyfill, je vais lui demander de conserver, de créer un groupe qui s'appelle patch.
de manière à pouvoir ici faire une petite extrusion sur le groupe patch. C'est pas vraiment ce que je lui ai demandé. Bon, je vais enlever l'edge loop puisqu'a priori c'est elle qui pose problème. Voilà, okay, de manière, ici, je ferme le trou avec le edge loop, avec le polyfill, pardon. Clac. Je l'extrude. Et je modifie les normales pour bien visualiser l'objet correctement. Voilà, donc dans une prochaine vidéo sur un peu sur le même sujet, on verra comment dérouler un peu les UV de tout ça, puisqu'on a un objet qui est relativement complexe et surtout qui est qui est changeant, puisque je peux ici venir générer autant de variations que je veux à tout point de vue, soit faire des choses beaucoup plus douces, des structures un petit peu plus régulières comme ça, ou au contraire des choses un peu plus chaotiques en utilisant les différents paramètres qu'on a mis en place. Voilà, donc là il resterait à faire les UV et puis accessoirement aussi à remonter tous les contrôles dans un seul node pour vraiment faire un asset. Voilà, donc on verra tout ça dans une prochaine vidéo. Allez, bonne continuation et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des questions à la fin de la vidéo. Et à très bientôt.